Bienvenue au tout nouvel épisode de Parler sans fin, un podcast de Moisson Montréal. Aujourd'hui, on a le privilège de recevoir M. Jean-François de Grandpré, grand philanthrope et donateur à Moisson Montréal, ainsi que Jean-François Noël, employé à Moisson Montréal. Monsieur de Grandpré, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation à notre podcast Parler sans fin, très apprécié. À quel moment la philanthropie est devenue vraiment importante dans votre vie? Puis, est-ce qu'il y a une rencontre ou une expérience qui vous a fait réaliser que vous voulez redonner à la communauté? Bien, d'abord, merci de me recevoir. Ça me fait plaisir de participer à votre podcast parce que je pense que c'est important que les gens qui en font puis qui sont capables d'en entraîner d'autres soient entendus. Moi, je dirais que j'ai commencé très jeune. Je me souviens que j'avais même pas 10 ans, je pense. Dans le temps de Noël, j'allais avec mon père porter des paniers de Noël. Ça, c'est comme un exemple que j'ai toujours eu. Puis, en fait, qui m'est revenu quand parce que je me suis préparé avant de vous voir. J'ai ressassé mes souvenirs et puis c'est là que je suis revenu avec ça. C'est vraiment la première fois que j'ai assisté, parce que moi, à ce moment-là, je conduisais pas, j'assistais. Et par la suite, ça m'a suivi, ça. Et mon père a toujours fait du bénévolat, de la philanthropie. Puis j'ai été gâté. J'ai jamais manqué de rien. Et quand j'ai été capable de m'impliquer plus directement dans d'abord le bénévolat, j'ai coaché les enfants au hockey. Ma femme a commencé à fonder une maternelle avec deux de ses amis à la commission scolaire de Ville-Mont-Royal où on demeurait à ce moment-là. OK. Et moi, pendant ce temps-là, je faisais d'autres choses. La première fois que j'ai fait du bénévolat, parce que là, à un moment donné, moi, j'avais pas assez d'argent pour me mettre à en donner à gauche puis à droite. Je commençais dans ma carrière. J'ai été sollicité pour faire partie du conseil d'administration des Olympiques spéciaux du Québec. OK. Les Olympiques spéciaux, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est brièvement, là, c'est un organisme qui organise des sports pour des enfants qui sont handicapés. Plus souvent qu'autrement, ce sont des enfants qui ont... c'est les trisomiques, la plupart. OK. Et eux, on leur organisait des sports, puis il y a des Jeux olympiques. Mes enfants sont venus à ça, ils ont participé à l'organisation. Il y a une chose que j'ai comprise tout de suite quand j'ai commencé à faire ça, c'est la différence entre la façon dont, au Québec, les gens participent à ces événements-là et en les comparant avec ceux de l'Ontario. Quand on organisait des sports, des journées d'Olympiques pour les enfants, pour les parents, c'était une journée de vacances. Ils n'avaient pas leurs enfants. Alors qu'en Ontario, toute la communauté participe. Les gens sont beaucoup plus serrés. Les communautés étaient plus serrées à ce niveau-là. Puis je parle pas des petites villes, là. À Toronto, à Markham, à Peterborough. Les gens participent à ça. Ici, c'était pas ça. Les gens qui étaient là, c'était des bénévoles qui n'avaient pas d'enfants là-dedans. Et puis, il y en avait des parents, mais ça m'a vraiment frappé, ça. Et après ça, qu'est-ce que j'ai fait après? J'ai été au conseil d'administration de Centraide. Je suis devenu le président du conseil de Centraide. Et c'est là que j'ai vu avec des gens qui sont complètement dévoués à la chose sociale, organiser toutes sortes de comités, s'impliquer dans des paroisses. Et ce qui m'a frappé, là, c'est là que j'ai vraiment eu un coup de cœur solide. En 1991, Centraide a fondé et mis sur pied les deux premiers CPE. Il y en a eu un à Saint-Michel et l'autre est venu peut-être 6 mois après ou 1 an après à Côte-des-Neiges. Parce que la philanthropie, moi, il y a deux côtés à la philanthropie. Il y a celui qui donne, puis celui qui reçoit. Pour celui qui reçoit, c'est du bonheur, c'est de la joie, c'est répondre à un besoin essentiel. Mais pour celui qui donne, c'est un peu la même chose.
ça fait plaisir de donner Mhm. parce qu'on se sent utile. Ce qu'on n'est pas capable de faire physiquement parce qu'on n'a pas le temps, on a d'autres occupations, ben nos sous servent à faire en sorte que des gens, comme ici à Moisson-Montréal, là, s'occupent de faire bénéficier les gens qui sont dans le besoin. Et c'est pour ça qu'il y a deux faces. Puis Ouais. la philanthropie, je trouve que c'est joyeux. C'est du bonheur pour ceux Mhm. qui donnent. Mais là, vous vous êtes promené de Ouais. cause en cause, finalement, Mm. durant votre carrière philanthropique. Mais pourquoi avoir choisi ces causes-là en particulier? Est-ce que c'est des causes qui vous sont venues ou vous avez dit, OK, ben moi, je cible des causes, puis c'est ça que je veux, c'est là que je veux m'impliquer. Ben, Comment ça s'est passé? Ben, d'abord, les enfants, ça m'a toujours intéressé. J'en ai 3 enfants qui sont tous bien. Il y avait la cause des enfants. Il fallait les aider. Parce qu'un enfant qui est tout seul, et puis un enfant, puis là, ça m'amène à l'autre sujet, qui ne mange pas, Mhm. ben il va à l'école le ventre vide. S'il est dans un milieu qui n'est pas uniquement comme le sien, sa fierté en souffre parce qu'il Mhm. se sent mis à part. Puis un enfant qui a le ventre vide tout le temps, ça veut dire généralement il vient d'un milieu qui s'en occupera pas de la façon dont il devrait être éduqué. Parce que Mhm. l'instruction, c'est l'école, mais l'éducation, c'est les familles qui la donnent. Et ces enfants-là, souvent, ben, ils décrochent. Puis des jeunes qui décrochent, c'est pas bon pour personne. Pour la société, c'est une perte. C'est des gens qui pourraient être productifs, mais qu'on a perdus. Alors, les enfants, puis la faim, c'est deux choses qui m'ont animé. Puis la même chose quand j'étais je suis allé aussi, j'ai été à la Fondation du Grand Montréal. Puis là, j'ai vu avec des faits solides à l'appui, là où il y avait des manques. Puis c'est les mêmes besoins. C'est la santé, l'éducation, l'équité sociale. Et puis la santé, ça passe par l'alimentation, évidemment. Et ça m'a ouvert les yeux sur la façon dont il faut que ce soit organisé pour que ça rapporte. Pour que ça ne peut pas être laissé à n'importe qui, n'importe où. Il faut que les gens arrêtent de travailler en silo. On a fait des partenariats quand j'étais à la Fondation du Grand Montréal avec d'autres organismes qui, qui ont la même mission. Puis on a fait en sorte que des fondations, parce qu'il y a 800 fondations qui sont gérées par la Fondation du Grand Montréal. Aujourd'hui, il administre à peu près, je vous parle du passé, parce que moi j'ai quitté en 2021. OK. Aujourd'hui, il administre, je pense, 475 millions. On s'organisait pour que des fondations soient comme jumelées à d'autres ou les intéresser à d'autres fondations qui ont le même but de façon à ce qu'on puisse gérer ou les diriger parce que les donateurs sont libres de choisir où va leur argent, à moins qu'ils nous l'aient confié, qu'ils l'aient confié à la fondation entièrement. OK. Alors, ça permettait à ce moment-là d'être plus efficace. Parce que travailler en silo, c'est bien beau, je vous donne une pièce, l'autre en donne une pièce, mais si on se parle jamais, ça va rester une pièce de chaque côté plutôt que de faire 3 pièces. Je comprends. Et ça m'a. Moi, j'ai quitté la FGM. D'abord, il y a eu un hiatus dans ma carrière parce que quand j'ai été nommé juge, j'ai laissé les organismes. J'étais président du conseil de Centraide, j'ai laissé parce qu'il y a des questions de conflit d'intérêts qu'il fallait éviter. Quand j'ai quitté la cour, c'est là que je suis allé à la Fondation du Grand Montréal. Et c'est depuis ce temps-là que là, je continue à en faire. Je suis chanceux, j'ai les moyens de distribuer de l'argent, je le fais avec les causes qui m'attirent. Puis la vôtre, c'en est une, parce que les gens n'ont pas d'idée de ce qui se fait ici. Mhm. Je ne sais pas si vous avez déjà tourné un podcast qui montre tout ce qui se passe dans votre usine. On essaie sur les réseaux sociaux, on Ah. essaie de promouvoir qu'est-ce qui se passe dans notre usine, mais c'est sûr que lorsque tu viens dedans, c'est comme une toute autre réalité. Là, on comprend exactement Ouais. ce que ça fait. C'est énorme. Oui. Les gens n'ont pas d'idée. Puis c'est un réseau aussi. Hein. Je sais que vous fournissez des gens qui viennent de l'Abitibi chercher remplir des camions. Puis, Ben, en fait, nous, là, on fournit tous les organismes. Ben, les organismes accrédités, on est Ouais. près de 300 organismes sur l'île de Montréal. Donc, c'est principalement l'île de Montréal. En fait, c'est exclusivement l'île de Montréal.
Fait que les gens, ils viennent ici, puis ils remplissent leur camion. Puis ensuite de ça, ils vont desservir Ah, ouais. à leur organisme. C'est énorme. Puis moi, ce qui m'a surtout frappé, c'est quand c'était à l'époque, c'est Richard Dano qui était l'ancien PDG. Je l'avais rencontré quand j'étais à la Fondation du Grand Montréal. Puis il m'avait expliqué comment une pièce, ça faisait 15 pièces au bout de la ligne. Puis Oui. je dis, ça, ils savent comment gérer, eux autres. Et je pense que ça, c'est... en tout cas, ce que vous faites là, nourrir le monde, les besoins de base, hein. Il faut qu'on rencontre les besoins de base. La nourriture, le logement. Est-ce qu'il y a une histoire dans votre vie en lien avec la philanthropie qui vous a particulièrement marqué ou quelque chose qui a peut-être changé votre vision par rapport aux choses au cours de votre carrière? Bien, il y a l'événement, ce que je vous ai dit tantôt, là, la mise sur pied des CPE, Ouais. qui répondait à un besoin. Ça m'a frappé parce que ça m'a montré comment, quand on cible un problème, puis qu'on s'y met et qu'on veut y trouver une solution, il y a moyen de le faire sans devoir répondre à un paquet de questions de gens qui se demandent pourquoi vous faites ça. On savait qu'il fallait le faire. Mhm. Puis c'est Michel Thibodeau-Deguire qui était là à l'époque. Et puis ça m'a marqué. Ça m'a montré la force d'un groupe qui s'attelle pour régler un problème. Puis c'était tellement bon que ça a été suivi. Ça, je pense que c'est un des événements qui m'a marqué. Il y en a eu d'autres, mais c'est dans un autre domaine, là. J'ai aussi subventionné des recherches à l'université, pas à l'université, dans un hôpital pour des enfants malades, là. Est-ce que la philanthropie vous a changé au fil des années? Oui, c'est sûr que ça nous donne... ça nous fait apprécier ce qu'on a. 2, ça nous permet de voir que il y a beaucoup de bons dans la société, alors que ce qu'on lit généralement, des mauvaises nouvelles, ça fait les journaux. Les bonnes nouvelles, ça n'en fait pas. Et il y a énormément de personnes qui se dévouent 24/7 pour améliorer la situation des gens, pour faire en sorte que la communauté se porte bien, puis c'est essentiel. Parce que quand le monde est tout croche, excusez mon expression, là, on s'en va nulle part, là. On s'en va dans un mur. Et c'est pour ça que je pense, les enfants, les besoins essentiels, c'est ce qui devrait être capable de nous mener plus tard. Entre autres, ces gens-là vont devenir productifs éventuellement. Puis ça, on en a besoin de la productivité parce qu'on traîne la patte. On n'est pas aussi productif qu'en Ontario. Ça, c'est connu, les statistiques sont là, puis on se demande pourquoi, puis il y a personne qui trouve les solutions, mais il y en a peut-être des solutions, mais on n'est pas ici pour régler ça aujourd'hui. Donc, avec tout ce que vous dites, là, c'est la raison pour laquelle vous avez décidé de faire un don majeur à Moisson Oh, Montréal. oui. Il n'y a pas de doute que c'est essentiel. Et si les gens ne mangent pas, là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Puis des gens qui ne mangent pas, ils sont malheureux. Les jeunes vont faire des mauvais coups. Les parents vont les abandonner parce qu'ils ne sont pas capables de faire face aux besoins. Puis si on est moins capable de régler ça ou d'aider ce problème-là, bien, tant mieux. J'ai l'impression qu'on aurait fait quelque chose, qu'on aurait essayé de faire quelque chose. Parce que, tu sais, regardez ça marcher tout le temps, là. Quand ça marche tout croche, ben, c'est pas bon pour la communauté. Effectivement. Si vous aviez un message à lancer aux gens qui nous écoutent sur l'importance de la solidarité dans la communauté, ça serait quoi? Bien, prenez le temps de regarder autour de vous. Trouvez quelque chose qui vous intéresse. Impliquez-vous. Soit que vous avez du temps à donner, vous pouvez donner de l'argent, mais vous allez voir qu'il va y avoir un effet qui va être bon pour vous et bon pour la communauté. Il faut partager, il faut s'impliquer, il ne faut pas avoir peur de donner de l'argent. Moi, mes enfants, ils savent que j'en donne de l'argent. Puis ils savent qu'au bout de la ligne, là, c'est eux autres c'est triste à dire, c'est eux autres qui vont peut-être en avoir moins. Mais ils connaissent ça, ils en font eux autres aussi du bénévolat. Alors. Puis eux autres, ils vivent bien avec ça, ils comprennent ils vivent totalement. bien avec ça. Ils ont des emplois, ils ont des enfants, puis ils sont heureux, puis ils font la même chose. Vous avez comme donné au suivant, en fait.
C'est à peu près ça, ouais. J'ai appris ça de ma famille, mes parents. OK, parce que en fait, toute votre famille, tout le monde dans votre famille a Ah, une oui, pensée, oui, 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 oui. a un passé philanthropique de génération en génération? Ben, je peux pas remonter plus loin que mes parents à moi. Mes deux grands-pères, je les ai pas connus beaucoup, ils sont morts quand j'étais jeune. Je sais que ma mère faisait du bénévolat. Mon père, par euh, comment je dirais, c'était un homme occupé, c'était un homme d'affaires connu. Ben, c'est sûr qu'il a été sollicité pour faire présider des campagnes de levée de fonds, ce qu'il a fait. Il en a fait beaucoup, puis il donnait également, puis il a continué à donner quand il ne travaillait plus. Mhm. Alors, c'est difficile de rester indifférent à ça, puis de dire, ben moi, je suis content, je m'assois sur mes lauriers, puis que le monde s'arrange. Mais le monde ne s'arrange pas tout seul. Il faut les aider. Monsieur de Grandpré, moi, c'est tout pour moi. Merci beaucoup d'avoir été sur notre podcast aujourd'hui. C'est très intéressant, très inspirant ce que vous avez fait dans votre vie, ce que vous continuez à faire. Vous continuez Je toujours. continue, c'est certain. Oui. C'est vraiment très inspirant. Puis merci beaucoup de vous être déplacé aujourd'hui. Ben, ça m'a fait grand plaisir. Puis j'espère que ça va. Les gens qui vont écouter ça vont voir. Tiens, lui, on le connaît, lui, il en fait bien des affaires. Parce que souvent, c'est ça. Les gens réalisent pas qu'autour d'eux autres, il y a plein de monde qui travaille à améliorer le sort de la communauté. Puis des dons anonymes, moi, je crois pas à ça. Parce que l'anonymat, ça fait en sorte que personne ne sait qui s'occupe de quoi. Puis je pense que voir les gens, ah, il fait ça, lui. Tu sais, ça incite d'autres à copier. Mhm. Parce que je ne vais pas aller faire du porte-à-porte pour dire, je voudrais que vous, je voudrais que vous appuyiez une œuvre, là, mais c'est la façon. Donc, vous pensez que c'est comme ça que ça crée un Ben, mouvement de masse, en fait? Il faut que ça fasse un mouvement de masse. Parce que, tu sais, on ne peut pas rester assis chez nous et attendre que ça tombe du ciel, là, ça. Mais heureusement, il y en a beaucoup qui le font. Il faut qu'il y en ait plus. Ben, on espère qu'avec le podcast, peut-être que ça va. Je vous le souhaite. Je nous le souhaite. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir, Kevin. Jean-François, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Jean-François, tu travailles dans le milieu communautaire, philanthropique depuis plusieurs années. D'où vient cette sensibilité-là pour justement les causes sociales? C'est un peu du hasard. Quand j'ai commencé il y a une quinzaine d'années, j'étais en réorientation de carrière. Alors, c'est arrivé comme ça. Puis dans le fond, c'est comme une sorte de vocation. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé, en fait, pour que, à un moment de... Parce qu'avant ça, dans ta vie, toi, tu n'étais pas dans le milieu philanthropique. Là. Non, pas du tout. OK. Fait que qu'est-ce qui s'est passé pour que, il y a 15 ans, tu aies fait OK? Parce que là, tu dis que c'est un hasard. Oui, j'étais en recherche d'emploi, puis quelqu'un que je connaissais dans un autre organisme, je ne veux pas le nommer, religieux, me dit, il y a un poste qui est ouvert, puis c'était un peu relié à la philanthropie, donc c'était s'occuper des donateurs. À l'époque, c'était leur envoyer des lettres de remerciement avec des reçus. Bon, c'était un début. À un moment donné, ça a évolué, c'est ça. Puis, qu'est-ce que ton parcours, justement, en philanthropie depuis une quinzaine d'années, t'a appris sur la solidarité? C'est une valeur humaine importante. C'est pas seulement qu'au Québec ou au Canada. Là, je pense que c'est un petit peu partout à travers le monde. C'est sûr qu'il y a des endroits où c'est plus valorisé, mettons, ou plus naturel. Puis il y a d'autres endroits où c'est un peu moins... mais peu importe les sociétés, les cultures, je pense que la solidarité puis l'entraide, c'est des valeurs qui sont importantes. Si tu regardes l'évolution un peu de la société, est-ce que tu as l'impression que les gens sont plus sensibles aux enjeux sociaux qu'avant? Je pense que oui. Je pense que l'exposition, les médias aident quand même à... Peut-être que fut un temps où on pensait que les gens qui ont... là, on va prendre Moisson Montréal, que les gens qui ont faim, c'était une minorité, puis des gens là, que... c'est des exclus, c'est des pauvres, puis... Mais là, on se rend compte, finalement, aujourd'hui, avec, justement, là, la connaissance, et puis on se rend compte que des gens, même des familles qui travaillent, les gens n'arrivent pas
à trouver suffisamment d'argent pour manger à leur faim. Mhm. Puis c'est pas juste un petit pourcentage de la population, là, c'est vraiment, là, il y a quand même beaucoup de monde là, qui a faim au Québec. Et là, à chaque mois, toi, tu donnes une partie de ta paye à Moisson Montréal. Oui. Et là, pourquoi tu as décidé de faire ce geste-là, de donner à chaque mois une partie de ta paye à Moisson? Bon, ben ça, c'est une question super intéressante. Il y a beaucoup de... Dans le fond, il y a beaucoup de préjugés, ben pas de préjugés, mais les gens s'imaginent que pour faire de la philanthropie, pour donner, il faut être riche. Mais dans le fond, c'est pas seulement, ben c'est pas seulement ça. Oui, on apprécie que les gens puissent faire des dons. Tu sais, les gens qui ont vraiment des moyens peuvent faire des dons conséquents, c'est super le fun. Mais même des gens de la classe moyenne, s'ils peuvent donner ne serait-ce que 25 $ par mois, 20, 15, 10, je veux dire, il n'y a pas de... Il y en a des gens là, qui donnent 500 $ par mois, c'est merveilleux, c'est admirable. Mais tu sais, si chacune pouvait faire un petit effort puis partager un petit peu, c'est vraiment merveilleux. Et la deuxième chose, même si je n'avais pas dit qu'il y avait une première, tu m'avais demandé pourquoi je donnais ou Oui. qu'est-ce qui faisait que c'était chaque mois. En fait, c'est que les gens vont arriver, vont penser « Ah, ben je vais vous faire un plus gros chèque une fois par année. » Mais oui, on l'apprécie aussi. Par contre, la régularité, savoir que chaque mois, il va y avoir un montant qui va entrer, c'est un peu comme, mettons, un salaire. Tu sais, tu dis, bon, ben le mois prochain ou la semaine prochaine, je vais avoir tel montant qui va rentrer. Ouais. Puis tu peux t'y fier. Fait que ça, dans le fond, ça aide à faire un budget ou à planifier. Tu dis, OK, bon, ben le mois prochain, tu sais, je vais pouvoir payer mon électricité, mon auto, mon assurance, mon loyer, parce que je sais que l'argent va rentrer. Assurer de la régularité, dire à tous les mois, mon petit don, avec tous les autres petits dons, tout le monde vont faire une régularité pour Moisson Montréal. Fait qu'on sait que chaque mois, il va rentrer un montant. Est-ce que le fait de donner mensuellement à Moisson Montréal, ça change ton rapport avec l'organisme? Oui et non. C'est-à-dire que la cause est toujours aussi importante, là, que je donne une fois par année ou que je donne tous les mois. Sauf je pense qu'on a plus l'impression qu'on fait une différence en donnant plus régulièrement. Tu réfléchis aussi à l'idée de faire un don testamentaire. Les gens peuvent trouver le sujet un petit peu délicat au niveau du legs testamentaire et tout ça. Qu'est-ce qui t'a amené à considérer cette option-là? En fait, je vais te corriger parce que c'est pas un don testamentaire, c'est un don d'assurance vie OK. qui est différent parce que dans le fond, je me dis, OK, je vais léguer déjà la maison, l'argent, les biens immobiliers, etc. Par contre, mon assurance vie, je pense pas qu'ils vont en avoir réellement tant de besoin que ça. Fait que dans le fond, un don d'assurance vie, c'est facile à faire parce que pas besoin de passer chez le notaire. On fait juste dire à l'assureur, je désigne, par exemple, Moisson Montréal comme bénéficiaire de mon assurance vie. OK. Puis, on paye notre assurance vie. Et ce que certaines personnes ne pensent pas, c'est que des fois, ils se disent, bah, ben, l'assurance, j'en ai plus de besoin. Par contre, si tu fais un don d'assurance vie, ben, certaines entreprises, des organismes, des OBNL peuvent dire, écoutez, abandonnez-la pas, on va la payer pour vous. Bon, c'est sûr qu'il y a des cas, là, tu sais, c'est sûr que, par exemple, toi, tu es jeune, puis peut-être que ce ne sera pas très payant, mettons, pour Moisson de dire, ben OK, Kevin, on va payer ton assurance vie pour toi, en autant que tu nous désignes. Parce que, étant jeune, ton espérance de vie est quand même beaucoup plus longue que, mettons, quelqu'un qui aurait, je ne sais pas, 90 ans, puis dont l'espérance de vie est peut-être moins longue.
Fait que c'est ça. Donc ça, le rachat d'assurance vie, ça peut se faire par des organismes à but non lucratif. Pourquoi c'est un outil si puissant que ça pour Moisson Montréal ou les autres organismes communautaires? En général, quand l'organisme reçoit un legs, c'est quand même rare qu'on est au courant. OK. Donc, souvent, ça arrive comme une sorte de surprise que M. Kevin Montreuil nous a mis sur son testament et puis soudainement, on hérite de 50 000 $. C'était absolument inattendu. C'est sûr que c'est toujours apprécié, là. Mais on aimerait ça pouvoir remercier puis reconnaître le don des gens de leur vivant. Parce que malheureusement, une fois qu'ils sont décédés, on peut difficilement les remercier de nous avoir mis sur leur testament. Bon, c'est sûr que certaines personnes vont préférer garder comme l'anonymat ou enfin pas nécessairement publiciser leurs intentions de faire un don posthume, si on peut dire. Mhm. Mais Mais pour quelle raison, selon toi? d'après moi, il y en a plusieurs. Peut-être qu'une de celles-là, c'est qu'ils ont une certaine crainte que si ça se sait, bon, qu'ils ont peut-être des moyens, fait que peut-être que d'autres entreprises ou d'autres, je ne veux pas dire entreprises, d'autres organismes pourraient essayer d'aller chercher justement des sous. Oui. Et aussi, peut-être que j'ai déjà vu ça, une personne qui avait de la famille, puis qui a décidé de donner tout ce qu'elle avait à un OBNL. Bon, on ne sait pas l'histoire de la personne. Peut-être que la famille n'avait pas été suffisamment présent, reconnaissant, je ne sais pas. Donc, moi, je verrais aussi que c'est peut-être pour ça que la personne avait choisi de ne pas publiciser ses intentions. C'est sûr que le notaire était au courant, là, mais Puis là, quand le notaire a invité la famille, à la lecture savoir du testament pour qui se avait rendre quoi. compte que finalement, la famille n'avait rien et que wow. c'était distribué à des organismes. Il y a eu Ben, un effet de surprise. là. Il a dû avoir un effet de surprise. Pas nécessairement bonne surprise, mais voilà. Mais c'est ça. Alors, c'est important, je pense, de faire savoir aux gens que oui, ils peuvent faire un don testamentaire et ils ne sont pas obligés de tout léguer ce qu'ils ont à un organisme. Ça peut être on peut dire, ben moi, je vais léguer 10 000 $ dans mon compte à Moisson. Je veux dire, on s'entend que 10 000 $, il y a beaucoup de monde qui a beaucoup plus que ça en REER. Puis si on n'a pas de famille, d'enfants, de proches, pourquoi pas? Quand on consacre une bonne partie de sa vie à aider les autres, est-ce que ça change notre vision sur le monde? Je peux pas dire que ça va changer parce qu'il y a un genre de... peut-être une étincelle ou quelque chose qui existait déjà. Ça dépend peut-être des valeurs familiales. Jean-François, merci beaucoup d'avoir accepté de participer au podcast aujourd'hui. C'est vraiment très apprécié. Ben, ça fait super plaisir, Kevin. Merci beaucoup. Et voilà, c'est tout pour Parler sans fin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. N'oubliez pas de partager et on se revoit pour un prochain épisode.